Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Cette petite grippe d'Arena de début d'année Oui, qui je l'entends, là. Ah, mais tout le monde a un petit quelque chose en ce absolument. moment. C'est fatigant. Ouais. J'étais au Centre Bell hier. Mais en fait, nous, on enregistre le mardi. Ça n'a pas changé. Alors, belle victoire du Canadien. Alain Hudson, je l'adore. Incroyable, hein? Je vais prendre 30 secondes pour revenir sur cette polémique des chandails. La seule affaire que Fanatics a fait cette année, c'est qu'ils vont vendre le chandail Pro Stock qu'ils ne faisaient pas avant. Il n'était jamais vendu, ce chandail. Parce que celui à 280, il a était déjà... toujours été là. C'était lui qu'on achetait en magasin. Il n'y avait pas le petit sticker ici marqué Adidas ou Fanatics. Tu pouvais acheter une réplique authentique qui coûtait 250. C'est comme un peu ta montée de lait, ça, aujourd'hui? Oui, non, mais en voulant dire, là, on fait les choux gras là-dessus. Il était juste pas à vendre avant. C'est tout. Si tu veux pas l'acheter, achète-les pas, puis achète l'autre à 200. Un luxe de plus. Ben oui, puis c'est tout, là. J'imagine que tu vas te l'acheter. Non. Ben non. Je suis surpris. Non. Anyways. Non, je l'achèterai pas. Hey, un show de cœur cette semaine. Absolument. Première partie, Stéphane Goyette de G3, Goyette 360, qui est avec nous. On va parler, entre autres, de la mauvaise nouvelle qu'il a eue, son fils qui a eu un diagnostic de cancer du cerveau. On va parler également de son entreprise qui va très bien. En deuxième partie, championnat canadien de Montgolfière avec Johan François Frèvre et Julie Melançon du comité organisateur. Bienvenue à Sport Express. François, notre premier invité, on va comme y aller en deux segments. Oui. Le premier, déjà, on a entendu parler depuis quelques semaines parce que notre invité de cette semaine s'est ouvert vraiment à cœur ouvert, on va dire comme ça, avec la situation avec son fils. Et en deuxième partie, on va parler de ses entreprises, de sa passion pour l'entraînement, le hockey, tout ça. Stéphane Goyette est avec nous. Salut, Steph. Salut, Steph. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. On va rentrer tout de suite avec ton garçon parce que c'est sujet public maintenant depuis quelques semaines. La famille, vous vous êtes ouvert sur la situation de ton gars. Fait que tant qu'à être dans l'émotion, on va l'être au début, mais parce qu'on ne veut pas garder le 30 minutes là-dedans. On va régler ça en partant. Ouais, exactement. C'est important d'en parler. C'est important d'en parler. D'abord, première question, comment il va? Bien, honnêtement, il va, je dirais pas très bien, mais compte tenu des événements puis de où on est parti, ça va super bien. On a un beau développement, ça va très bien. Mathis, il se bat. C'est mon héros. Il se bat. Écoute, c'est 30 traitements de radiothérapie mélangés en même temps avec de la chimiothérapie. C'est à tous les jours. Puis là, on achève bientôt. Là, à l'heure où on se parle, il en reste 2. Je suis super content parce qu'on a vu une belle évolution, mais on saura que dans quelques semaines, le résultat final de la première portion des traitements. Là. Pour les gens qui te connaissent d'être venus ici régulièrement à Sport Express, mais qui ne sont peut-être pas sur les médias sociaux, juste pour mettre les gens dans le contexte, vous avez appris que ton fils avait un cancer du cerveau, c'est bien sûr une tumeur au cerveau de stade 4. Ouais. La question, Stéphane, c'est, tu sais, t'es un gars en forme, sa maman est une dame en forme également, ton garçon est en forme, un sportif. Comment on découvre tout ça? Quels ont été les signes qui ont fait que, il y a quelque chose qui ne va pas avec Mathis? Là? Bien, on a été chanceux parce que c'est sûr, au niveau comportemental, on voyait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais on n'était pas capable de mettre le doigt sur le bobo. C'était quoi qui ne fonctionnait pas? Puis Fiston disait, je pense que je fais une dépression, puis OK, on essayait de gérer ça comme une dépression, puis on voyait bien qu'il n'y a rien qui arrivait à rien. Puis ça a été un rendez-vous avec l'ophtalmologiste qui a découvert par un test de vue qu'il avait perdu de la vision dans un quadrilatère à gauche où il ne voyait pas bien, puis elle n'aimait pas ça. On est allé elle nous a envoyé faire pas une radio, mais... IRM? Non, avant le IRM, on a fait un scan, un genre de radio, whatever, puis on n'en voyait pas assez, mais elle n'était pas satisfaite. Puis, écoute, puis là, entre-temps, parce qu'on sait qu'il y a des journées puis des semaines qui se passent entre un scan et un autre, là, on est allé à l'hôpital, on l'a traité comme en général avec la santé, on a vu qu'il n'y avait rien. Fait que c'était difficile à voir, puis on voyait, nous, son état général dégringoler, puis rapidement, puis là, on commençait à stresser.
on s'est mis ensemble avec l'ophtalmo, puis on a dit, hey, je pense que c'est dans la tête, puis il a besoin d'un IRM, il a besoin de quelque chose de plus approfondi. Fait qu'on nous a calé pour un IRM, puis c'est là que le verdict est tombé. Ça a été long avant d'avoir le verdict final, parce qu'ils sont allés avec la biopsie. Tu sais, ils voulaient être certains, ils ne voulaient pas nous lancer sur toutes sortes de pistes. Mais avec le IRM, on a vu très clairement que c'était vraiment une tumeur au cerveau, puis elle était bien centrale, et dans le milieu, au niveau du thalamus. Puis ça, bien, malheureusement, il n'était pas capable de l'opérer. Fait que ça a été le verdict a tombé, c'était ça. Puis nous autres, les 2 bras nous ont tombé, je te dirais, là. C'était tough. Parce que t'as beau... On en parlait hors d'onde tantôt, tu disais, il y a plein de lumières qui allument. OK, ça, il y a 2 ans. Mais tu disais même qu'à la base, il est peut-être même né avec ça. C'est fou. Bien, quand on a demandé qu'est-ce qui a pu causer ça, tu sais, nous autres, on voulait vraiment mettre un doigt sur c'est telle affaire, c'est telle... Il nous a dit, posez-vous pas de questions. Même nous, on n'est pas capable de faire de parallèle parce que ça arrive souvent en pédiatrie où les personnes plus vieilles. Les personnes de son âge, c'est rare qu'ils ont 21 ça. ans. Oui, 21 ans. Alors, c'est rare. Alors, qu'est-ce qui fait? C'est quoi le dénominateur commun entre ces 3 personnes-là? On le sait pas. Il y a du vécu dans les 3. Fait, ils sont pas capables de cibler la raison pourquoi c'est ça, puis c'est arrivé à lui. Mais, tu sais, quand tu arrives à ce verdict-là, peu importe, tu sais, c'est comme on dirait, peu importe où tu as pogné ton flat, à un moment donné, il faut que tu le répares. Tu l'as pogné pareil. Ben, ouais. Puis, sans rentrer dans les détails, tu l'as dit, là, il y a du vécu. Ton gars, en 21 ans, il a vécu, puis c'est bien correct aussi. Ouais. Fait que sans rentrer dans les détails, avec le médecin, vous avez été super transparent. Ouais. Voici ce qui s'est passé dans les 21 années. T'sais, on a dit, il a 21 ans, voici ce qu'il a fait, puis mon fils est arrivé, puis la beauté de l'affaire, puis des fois, c'est pas bon pour lui, mais lui, il dit tout. Il est pas menteur pour une miette. Fait qu'il est arrivé au médecin, on a tout dit ce qu'il a fait dans la vie, puis tout par le chemin qu'il a passé. Fait qu'ils l'ont pris, ils ont fait des tests sanguins, t'sais, ils ont fait les tests généraux, puis ils trouvaient rien, tu sais. Fait que là, après ça, ils ont dit, bon, ben on va aller avec au niveau de la psychologie, on va aller voir, il était supposé de rencontrer un psychothérapeute. Ça n'a pas donné, ça n'a pas arrivé. Mais tu sais, tout ça pour dire que il n'y a personne qui a mis le doigt en disant c'est peut-être sa tête. Il y a juste moi qui, à un moment donné, avec sa mère, j'ai dit c'est pas normal. C'est pas normal que mon fils, qui est un hyper actif, devienne un hyper endormi, puis que le système ne fonctionne plus. Il n'y a rien qui fonctionne. Tu le voyais dans sa façon de vivre. Plus que voir, c'est qu'il était vraiment amorti. Quand tu dis amorti, c'est quasiment comme un zombie. Il était assis, ça bougeait plus. Puis lui-même n'était pas capable de vaincre ça, même s'il voulait. Tu sais, il disait OK, là, je vais aller au gym. Ah, ça marchait pas. Il n'y a rien qui fonctionnait. Fait que, tu sais, ça a pris vraiment... L'ophtalmo, on a fait une bonne job. Puis vraiment, ensemble, on a dit à un moment donné, hey, ça se peut-tu que ça soit dans sa tête? Ben, dis-moi, je pense qu'on va faire un MRI, puis on va aller voir. Puis ça a été très, la bonne affaire à faire parce que ça nous a fait perdre du temps, mais en même temps, on a gagné. Ouais. Ça aurait pu s'étirer encore plus, là, tu sais. Fait que on est très content que ça s'est fait vite. On en parlait tantôt hors d'onde, Steph. Tu sais, souvent, quand on reçoit ce diagnostic-là, surtout au cerveau de stade 4, on va se dire, écoute, ça vaut-tu la peine de se battre? Surtout que c'est pas opérable, tu l'as dit. Tu sais, je dis pas ça pour te faire pleurer. Puis je veux pas te faire pleurer. Je comprends que tu es émotif, puis on l'est, nous aussi, d'en parler. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé, tout le monde ensemble, de dire, hey, on va se battre? Est-ce que ton garçon, il était déjà, là, lors de l'annonce, moi, je vais le battre, ce cancer-là? Tu sais, des fois, ça peut être, ah, j'ai pas envie de... Comment ça s'est passé, cette annonce-là? Moi, sa mère, puis lui, puis là, excusez, je t'émotive. Non, mais c'est correct, c'est correct. On va prendre une seconde. Vas-y. Je peux en prendre 3. Ouais. On est des guerriers dans l'âme. On a passé, tu sais, notre vie, sans dire qu'elle n'a pas été facile. Il y a plein de gens qui vivent des affaires, mais on a vécu des choses tough, puis on a passé au travail à chaque fois. La preuve, je suis ici aujourd'hui, ça aurait pu être bien différent. Tu n'es plus avec ta conjointe non plus. On de l'époque, vous avez passé au travers une séparation également. Comme on dit, nous autres, on dit tout le temps, les gens nous voient et disent « Je rêve, vous êtes ensemble. » Bien, on n'a pas réussi notre mariage ou notre union, mais on a réussi notre divorce. On a compris que c'est pour notre enfant qu'on le fait, puis on veut être là pour lui comme on peut. Moi, je suis rendu, j'ai un autre enfant, j'étais avec une blonde, fait que j'ai une famille. Catherine est toute seule maintenant, fait que c'était plus facile. Pas que c'était plus facile, mais ça donnait mieux qu'elle puisse prendre le temps de ça. Pour lui, fait qu'elle a décidé de se consacrer là, mais quand c'est arrivé, on s'est parlé, Catherine m'a regardé et elle a dit « C'est clair qu'on va se battre, là. » Mais je te dirais que, écoute, son traitement de radio commençait, de chimio commençait le mercredi. Le mardi soir, je n'étais pas décidé encore.
J'avais pas de réponse. Je demandais aux médecins, on posait des questions aux médecins, personne n'était capable de nous répondre. Puis ma seule question, c'était de dire, parce que nous autres, on se demandait, on va-tu lui faire passer à travers ça? Puis tout le long, il va vomir, perdre ses cheveux, il va être à terre. On sait pas, nous autres, on connaît pas ça. C'est pas une grippe. Là. Ouais. Fait que je sais pas comment. Mais moi, c'est ce que je voulais pas donner à mon fils. Puis mon fils était plus ou moins conscient de tout ça. Mais il comprenait, tu sais, maintenant, il a dit... c'est parce que là, il a compris qu'il pouvait mourir. Fait que lui, il a dit, je veux pas partir tout de suite. C'est sûr, je veux pas mourir. Tu sais? Puis moi, puis sa mère, on s'est dit, bon, ben on y va-tu, on y va-tu pas? Puis la question au médecin, c'était, si c'était votre enfant, le feriez-vous? Puis il était pas capable de nous répondre. À ce point-là? Bien, c'est parce qu'ils veulent pas se commettre, je comprenais. Ouais. Mais moi, c'est la réponse que j'avais besoin. Si la personne... Puis là, il y a une personne, on a appelé un spécialiste, un spécialiste à Sherbrooke, qui est renommé pour ces tumeurs-là. Puis on a parlé à son infirmière pivot. Puis elle m'a dit, Monsieur Goyette, moi, j'en vois tous les jours ici. C'est notre spécialité. On voit des enfants, on voit des adultes, on voit tout. Moi, si c'était mon fils, je le ferais fois 1000. Le lendemain matin, on était là. Ça t'a donné le courage par même temps. Le courage et la confiance de dire, OK, ben let's go, on y va. Puis ça n'a pas été long qu'ensemble, on a décidé qu'on s'en allait à la guerre. Tu l'as dit, les parents, vous êtes là pour lui. J'imagine ta conjointe actuelle, ton autre enfant, tes grands-papas maintenant. Là. Fait que, tu sais, la vie, elle bouge de ton entreprise. C'est pas évident. Puis salutations à ton ex-conjointe. Le nom encore? Catherine qui laisse tout tomber, sa carrière, qui va bien quand même, c'est une courtière hypothécaire. Je te le dis, formidable. Excuse-moi, avec la courtière immobilière qui est là, c'est sûr que c'est son garçon, là, mais c'est facile à... elle met sa carrière sur la glace. Ouais. Mais tu sais, en même temps, tu vis ça, tu es là pour ton gars, mais c'est lui qui a le cancer. C'est personne alentour. Fait qu'à un moment donné, tu dis, on va se battre, mais en même temps, tu vas le suivre. Dans le sens que tant si longtemps que lui va te dire, gars, moi, je suis là, tu vas être là. Ben écoute, ce que tu apprends le plus, ce que j'ai appris le plus, au jour le jour, c'est vrai. C'est vraiment ça. La deuxième, c'est que je me plains plus. Ben non. Tu sais, là, je t'entends, on a toute une grippe en ce moment. Là, tout le monde tous. On s'en fout, hein? Ouais, chaque matin, je me dis, ta gueule. Ah ouais, lui, il se bat tous les jours. Tous les jours, il faut qu'on s'en va en radiothérapie. Puis quand tu le vois le mettre sur la table, mettre un masque, il snappe le masque, il bouge plus, il a ça dans la bouche, le masque, la machine c'est impressionnant, c'est quelque chose. Puis tu te dis, wow, là, on est rendu à 28. Ça fait 28 fois que ça soit sur la table. Puis... Fait que tu te dis, fuck, je me plains pas. Je vais plus rien dire. Je me plains pas, c'est certain. Puis je te dirais que, tu parlais des émotions tantôt, ça a été ça aussi qui a été difficile parce que tu vis un paquet d'émotions. Moi, je suis en plein camp, je deviens grand-père, j'ai ma blonde, si je veux lui donner du temps parce que déjà, je suis un gars qui travaille beaucoup. Je vois mon gars qui souffre, tu peux pas rien faire. Les émotions, là, c'est comme c'est ça le pire. C'est pas tant le combat comme tel pour moi, c'est l'impuissance, l'attente, le questionnement. C'est fou. Puis je te dirais que chapeau à sa mère, elle fait une job écœurante. Parce que moi, excusez. Ça aurait peut-être été plus difficile pour toi de faire cette job-là. Écoute, mais pas juste, c'est pas que ça aurait été plus difficile, c'est que moi, j'ai la chance. Je me lève, je vais aller au gym parce que je veux rester solide, je veux rester en forme. Je m'en vais faire un entraînement avec quelqu'un, puis tout. Je reviens, là, j'étais avec eux de midi, mettons, jusqu'à 5. À 5, ma soirée recommence, je m'en retourne travailler avec 2-3. Elle, 24, 24, 24, 24, 24, 3 mois. 24 heures sur 24 avec ton enfant à faire juste ça. Je te le dis, c'est une méchante femme. Tu m'ouvres la porte, il reste 2 minutes avant la pause. Je sais que tu veux prendre le temps de remercier les gens parce que les gens ont contribué énormément au GoFundMe pour ton garçon. Vous attendiez-vous à ça, Stéphane? Écoute, non, gars, ça me touche tellement parce que je suis pas le seul à vivre ça. Tu sais, il y a plein de gens dans le monde qui vivent ça. Au Québec, ici, on en a des gens qui sont malades, qui vivent ça, sont tout seuls. Puis tout. Quand c'est arrivé, je me sentais toute seule avec sa mère. Puis quand on a fait, son ami a décidé de faire un GoFundMe, j'ai dit, garde, je vais faire une vidéo, je vais voir parmi les gens, parmi mon monde, parce que je suis sur les médias sociaux, on va voir. Mais la vague... La force du réseau. La vague qu'on a eue. Je pouvais aller à l'épicerie, il y a quelqu'un qui me connaît, tu sais, hey, bonne chance, puis lâche pas, puis courage. Puis les petits gars qui me voient en courant se serraient après ma cuisse. Fait que, tu sais, je disais, autant les gens, on a ramassé, je sais pas, 30 quelques mille piastres avec le GoFundMe.
Dave Pomerleau qui fait un tournoi en 2 semaines, ramasse 7000 $. Mais c'était pas juste le fait de l'argent, c'est le fait que tout le monde se rallie comme ça pour mon petit bonhomme, puis mon gros bonhomme. Puis, tu sais, toute cette chaleur-là, c'est malade. Je m'attendais vraiment pas à ça. Des gens que je connaissais pas, des gens de ma communauté qui se rallient, mes coachs qui décident, coach, prenons une journée de congé, on va travailler, on va leader la patente. Je suis comme, hein. Ils ont pris... J'étais pas capable de faire ça et je leur ai laissé parce qu'à un moment donné, j'avais pas la force. Puis j'ai dit, OK, les gars, allez-y. Fait que pour moi, toute cette vague d'amour-là, moi, je vous remercie beaucoup. Puis merci fois 1000. Puis j'ai des projets pour remettre à ma communauté, moi aussi, de mon côté. Puis quand ça va être correct, puis tout va mieux aller, c'est sûr que moi aussi, je vais faire de quoi pour passer au-dessus. Tu sais, dans la vie, on dit souvent que quand on est bon avec les gens sont bons avec toi. T'es super fin. Puis, tu sais, on le sait pas, ça. Hein? Ouais. C'est plate, on est bon. Moi, je l'ai jamais fait pour recevoir. Souvent, ça va prendre des événements comme ça. C'est ça. Puis, tu sais, je te dirais que c'était drôle parce que c'est arrivé comme dans un moment où je vais t'avouer que moi, je doutais un peu, pas de mon travail ou ce que je fais. Je disais, il est-tu temps que je tire la plug? On est sûrement en question. Moi, c'est constant, mais ce bout-là, je me disais, les gens sont-tu tannés? Sont-tu tannés de me voir? Puis là, ça arrive ça, puis je te dirais que ça m'a donné de l'énergie fois 1000. Puis cette énergie-là, je n'avais besoin pour tout tenir ça en forme, puis d'être là au moins pour mon fils un peu. Puis je te dirais que moi aussi, j'aimerais ça dire, j'arrête de travailler, puis je m'en vais sur mon fils. Mais c'est ça, la vie continue. Tu peux pas peser sur pause, tu sais. Fait que c'est ça. Allez, j'en ai une dernière. J'attendais parce qu'au moins, on aura la pause. Là, tu vas me faire pleurer. Hein? Non, mais pas tant que je vais te faire pleurer, mais c'est une question qui est hyper importante. Puis tu vois où je vais m'en aller avec ça. Souvent, on est dans le sport. Puis quand tu es dans l'élite, dans la compétition, tu le vis, je le vis. Tu vas le vivre avec tes enfants aussi qui vieillissent puis qui vont... on est, pas qu'on est exigeant, mais on est exigeant comme parent. Puis moi, si je reviens juste au mois de mai, tout arrivait en même temps. Ma fille a un mauvais diagnostic. Écoute-moi bien, on est ailleurs, là, dans le sens qu'elle a eu la coqueluche, mais il n'y a rien qui sortait. Puis elle toussait, puis là, c'était son camp 3 au hockey. Elle était dans ses compétitions de track pour aller au championnat provinciaux et tout ça. Puis là, tu sais, Colin, Vic, puis là, elle me disait, ouais, mais pas je tousse, mais ça arrête pas de tousser. Puis, ouais, mais t'as rien. Puis tu mets de la pression. Puis quand j'ai eu le diagnostic, je me suis comme assis à côté, puis on a jasé, puis j'ai fait comme, tu sais quoi? Excuse-moi. Je l'ai échappé, excuse-moi. Or donc, tu parlais que, tu sais, ça n'a pas toujours été cool avec ton gars dans les 2 dernières années. Sachant ça, à cette heure, t'es-tu assis avec, tu disais, m'excuse. Ça a été la première affaire. Tu vas m'avoir encore. Non, mais là, je pourrais moi avec. Mais c'était... Des fois, je me revois avec nos enfants, puis je suis comme, oui. Je t'ai pas écouté. Non. Puis pas juste ça, tu sais, on s'est assis, puis c'était comme un triangle. Notre fils s'est excusé à nous. Alors que c'est nous qui devions s'excuser à lui, tu comprends, les excuses. Mais c'est parce qu'une fois que tu le sais, c'est plus facile après de dire « Ah, Colin, je m'excuse. » Là, je fais le lien. Oui, puis des fois, c'est pas que tu veux pas être à l'écoute. La vie va vite. Tu sais, tu te dis, te racontes-tu des... Ah, puis c'est des ados, ils s'essayent, puis c'est nous autres, on n'a rien vu, on a 40 ans, mais par on a rien contre, je me suis fait pas une mission. Je me suis dit quelque chose. Moi, plus jamais. Moi, le petit gars qui veut pas venir s'entraîner, tu veux pas venir t'entraîner, puis tu veux pas que je te tombe dessus, dis-moi, t'es malade. Jamais, je vais plus jamais douter. Ouais. Tu veux plus t'entraîner? Hey, coach, je file vraiment pas. Pas de trouble, prends un break. Ouais. Je vais plus jamais douter de ça. Parce que la journée, justement, que tu fais comme toi avec ta fille, que je doute de ce gars-là, hey, commande, vas-y, puis c'est vrai, c'est moi qui ai l'air de la personne qui n'a pas été à l'écoute. Fait qu'à cette heure, je le dis aux jeunes, hey, tu veux pas t'entraîner, dis à ta maître, dis au coach, dis j'ai une grippe, dis je suis malade, ça passe fois 1000, je te le dis tout de suite, parce que jamais je vais douter de ça. C'est terminé, ce bout-là. Quand même, c'est pas vrai, je m'en fous, tu dealeras avec, ça t'appartient. C'est plus à moi, ce bout-là. Un bon conseil. On va s'arrêter, on va prendre nos émotions un petit peu. Ouais. J'étais au Centre Bell hier, et quand tu es au Centre Bell, tu as des chandails du Canadien. Quand tu es dans un arrêt... 625 maintenant? T'as vu? Que ça. Mais quand tu es dans un aréna de la Rive-Sud, il y a un peu partout, c'est juste du G3 que tu vois. Je veux qu'on en parle. Il en vendait-tu au Centre Bell? Non! Mais tabarouette, à chaque fois, j'étais quelque part. Moi, je pensais que les remparts, on était brandés. Oubliez ça. On parle avec Steph de G3. Au retour. Bougez.
suis un peu déçu, moi, te le dire, parce qu'à chaque fois que tu viens... En fait, tu es toujours brandé. Mais là, tu as changé ton truc de monde. Habituellement, il est vert fluo qui va avec ton G3. Je te trouve un peu moins... Mais c'est le blanc du... Enquête-toi pas, ça va avec, Alex. Mais moi, dire de quoi? Ça fait combien de temps, là? Ça va faire 11 ans présentement. Hey, tu l'as travaillé, ton brand? Oui. Ah oui, big time. Puis c'était sûr que ça, pour moi, c'était hyper important. Parce que quand j'ai commencé de la business, puis tout, là, la première chose que j'avais entendu parler, c'était le branding. Puis j'ai lu le livre sur Nike. Puis Nike disait, combien de fois par jour tu bois le swoosh? Tu sais, fait que j'ai dit, ben moi, ça va être ça. Fait qu'au début, on avait parti juste Goyette 360. C'était carrément une autre affaire. Puis là, j'ai coupé ça à G3. Puis là, Puis avec notre équipement qui était coloré, j'ai décidé de prendre les couleurs. Puis j'ai dit, ouais, on part avec ça. Puis après ça, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté. Puis, tu sais, ça fait partie des projets, même de... J'ai sorti une ligne Mindset, c'est des vêtements avec les couleurs, mais c'est des mots. Pour moi, c'est hyper important. Puis les jeunes s'associent beaucoup à ça. Puis, tu sais, le brand, c'est ton identité. Hein? Fait que c'est ça. Toujours. Je veux qu'on parle, Steph. T'sais, oui, on connaît Goyette 360, G3, l'entraînement en gymnase, l'entraînement, entre autres, les oursons de PML. Tu t'occupes de l'entraînement des joueurs. Mais on voit de plus en plus que tu offres des cours en ligne, tu as du podcast également. Comment c'est venu, ces nouvelles angles-là que tu vas amener à ta business? Écoute, moi, je m'attendais pas à ça, mais ça a commencé avant la pandémie. Tu sais, la pandémie, je faisais des vidéos venu ici, live. Tes vidéos en ligne, ça marchait, là. C'est ça. Puis là, à un moment donné, il y a des gens qui me demandaient des entraînements en ligne. Mais moi, les entraînements en ligne, ce qu'on faisait à l'époque, c'était, tu fais, OK, ils t'achètent ton programme. Ils t'achetaient juste un programme. Puis là, bien, je m'apercevais, tu sais, les gens me parlaient, ils me disaient, hey, moi, j'ai tout fait tes lives, j'ai refait encore. Ah ouais? Oui. Puis je suis rendu numéro 42. Puis là, ça les refaisait. Il a fait tes lives durant la COVID? Oui. Puis même après la COVID, il refaisait encore. Puis et là, je me suis aperçu, j'ai demandé aux gens, pourquoi vous faites ça? Bien, il dit, j'aime ça, j'ai l'impression que tu es dans mon salon, j'ai mon coach. Là, j'ai fait, OK, là, on a quelque chose. Fait que j'ai commencé à faire des petits programmes comme ça, que je vendais, puis que les gens pouvaient faire chez eux. Puis là, à un moment donné, il y a des gens qui ont commencé à m'appeler puis à me dire, j'aimerais ça que tu m'entraînes, mais j'habite en Abitibi, j'habite en Beauce, j'habite en France. Puis, c'est-tu des gens qui avaient appris à te connaître à cause de la COVID, que tes vidéos étaient rendues virales? Le début, ça a commencé par ça. Fait que là, j'ai parti avec ça. Puis tranquillement, à travers le temps aussi de mon métier, moi, ce que je comprends, c'est que les gens, c'est pas tant qu'ils savent pas s'entraîner, c'est qu'ils ont rien pour continuer à s'entraîner. Qu'est-ce qu'il faut, toi, là, si demain, tu veux pas t'entraîner, tu t'entraînes pas? Mais si tu sais que tu as un appel vidéo demain avec moi, ça se peut que tu t'entraînes parce que tu vas être gêné de venir me voir et me dire « je m'entraîne pas ». Puis tu arrives toujours à une étape aussi dans ton entraînement, ça fait X nombre de temps, puis là, à un moment donné, tu sais plus trop. Tu sais plus trop où tu t'en vas. Fait que moi, je deviens comme un planificateur financier. Moi, je suis un planificateur d'entraînement dans ta vie. Fait que j'ai choisi de m'en aller sur le net, puis de travailler, puis de me faire des cohortes. L'année passée, j'ai dit, je pars ça, entraînement, 12 semaines, même titre qu'un vrai camp, mais pour les jeunes. Mettons, j'ai commencé, j'en avais de 12 jusqu'à 15, puis je l'ai offert aux adultes. J'ai commencé à entraîner des adultes, mais il faut que tu joues au hockey. Parce que moi, je veux pas avoir la même... Il y a plein d'entraîneurs. Moi, je vais avoir un joueur de hockey. Puis pas parce que je fais de l'entraînement juste le hockey, parce que je fais de l'entraînement athlétique. Ça veut dire qu'il n'y a pas rien que des poids dans la balance. OK? Il va falloir que tu fasses toutes sortes d'entraînements chez toi. Puis c'est tout ça, c'est aussi, il faut que tu sois une personne qui ne côtoie pas le gym. Okay. Moi, il faut que tu t'entraînes chez vous. Puis ça, là, vous seriez surpris de voir combien il y a de gens qui ne veulent pas y aller au gym. Fait que moi, c'est ça avec ces gens-là, je voulais travailler. Fait que je me suis ramassé peut-être... j'avais 6 jeunes que j'avais gardés parce que j'avais peur de travailler en gros groupe. Puis j'ai eu une dizaine d'adultes. Puis ça a été écœurant parce que ce que je faisais, je leur envoyais toute leur programmation d'entraînement. On fait une consultation, on t'envoie un programme d'entraînement. Puis là, ils ont 25 vidéos. Mettons, c'est tout leur programme. Puis toi, tu les aides à céduler ça dans leur semaine. Fait que c'est la programmation. Puis après ça, bien, une fois par semaine, moi, je les rencontre, on se fait un Zoom, toute la gang, on jase. Puis là, ils se rendent compte que des fois, le problème qu'ils ont, l'autre, il l'a, puis on est capable de trouver des solutions. Ensuite, j'offre un 30 minutes à quelque part dans la semaine que je peux jaser avec eux autres personnellement. Puis l'autre affaire qui est le fun, c'est que ils ont tous une ceinture, un moniteur cardiaque. Puis moi, j'ai tout sur mon téléphone. Fait que quand ils s'entraînent, ils portent le moniteur, puis je vois tout leur entraînement. Fait qu'on est capable...
Il y en a. Moi, tu sais, ici, on ne l'a pas. Tu vois, je commence à entraîner le soccer. Ça va être un élément qu'on va rentrer dedans pour être capable de mieux quantifier des choses, mais pas juste quantifier, c'est de comprendre la dépense énergétique, puis aussi ton intensité. Tu sais, parce que nous autres, exemple, on le fait au camp de hockey, il y a des couleurs. Bien là, tout le monde pense qu'il devrait être dans le rouge, mais tu peux pas être dans le rouge. Le rouge, c'est 90 Tu peux pas travailler 1 heure à 90 Fait que bref, ça a été un marché que je m'attendais pas, qui s'est ouvert à moi. Mais c'est tellement le fun parce que j'en ai à travers le monde. J'ai des gens en France, j'ai des gens à Paris. Ils sont venus te voir, hein? Oui, j'ai des gens de France qui sont venus cette année. L'année passée, ça a été de la Belgique. C'est le fun quand ils viennent, puis je trouve ça le fun qu'on soit capable de toucher large comme ça, mais aussi que je suis content de ratisser large dans mon kid, que 12, 13, 14, autant que l'adulte qui est le parent, le joueur de hockey de ligue de garage qui fait comme « Hey, je suis tanné d'être blessé » ou « Je veux être en forme un peu plus ». Puis en même temps, je veux perdre du poids, Fait que moi, je travaille avec ces gens-là, puis je suis vraiment content de la réponse, là, vraiment. C'est toutes des vidéos, excuse-moi, puis c'est toutes des vidéos que, quand tu t'entraînes, c'est comme la COVID. Que ce soit des poids, que ce soit... je le fais avec toi. Ouais. Fait que c'est toutes des follow-along qu'on appelle. Un accompagnement. Fait que ça, c'est vraiment winner. Il reste 3 minutes. Dernière question par rapport à ça. Est-ce que tu réalises que peut-être, tu sais, on parle de l'impact du télétravail, que les gens ont moins le temps d'aller au gym, travaillent de la maison, vont chez... Est-ce que ça paraît, ça? Tu as plus d'inscriptions parce que les gens se disent, moi, aller au gym, là, prendre mon auto une demi-heure, aller m'entraîner, prendre ma douche, tu le vois là-dedans, dans le fond? Oui, ça en est une des raisons que les gens ils prennent ce genre de forfait-là. OK. En terminant, on s'entend, là, du hockey. On en a déjà parlé du hockey 12 mois par année, mais je ne veux pas revenir là-dessus. C'est juste que c'est dans le sens que il n'y a jamais eu autant de joueurs québécois dans la Ligue nationale depuis 10 ans, puis il n'y a jamais eu autant de joueurs qui jouent pendant 12 mois par année depuis 10 ans. Jusqu'à quel point, puis je sais que tu es fort là-dessus, toi, jusqu'à quel point c'est important de bien doser, justement, de dire, regarde, pendant la semaine, tu devrais faire tant d'entraînement, tant de pratique, tant de gym, parce que des fois, je dis, nos athlètes québécois sont très skillisés, pardonnez-moi l'anglicisme ici, mais on est très fort, très fort au niveau habileté. Puis tabarouette, on dirait qu'on ne sait pas jouer au hockey. Je pense qu'il faudrait bien doser, puis toi, tu es capable de bien amener ça aussi. Bien, je pense qu'il y a 2 facteurs qui jouent beaucoup. Le premier, je trouve qu'on ne met pas encore assez l'accent sur le physique parce qu'on joue beaucoup au hockey. Puis ça, je le dis aux gens, moi, j'ai rien contre... Moi, c'est bizarre, là, j'ai rien contre ça. Tu veux jouer au hockey 12 mois par année, c'est correct. C'est comme dire, je prends ma voiture puis j'arrose 12 mois par année. Combien de fois tu vas au garage? Combien de fois tu l'entretiens? Tu fais attention à ton auto? Parce que c'est ça ton véhicule qui te permet de jouer au hockey 12 mois par année, alors que c'est ça qu'on ne trouve pas. Les jeunes ne se préparent pas. On fait des warm-up, là, c'est tout à peu près, mais ton warm-up, là, ton échauffement, c'est primordial pour faire face à ce que tu vas faire. On le botche. La preuve, chez les Canadiens, il y a une année, il y a eu 11 blessés. Qui ont mis dehors? Le trainer. Mais moi et toi, c'est pas le problème, c'est pas le trainer. C'est les gars qui font tout ce qu'ils veulent. Il faudrait peut-être commencer à y penser. C'est important. Fait que les jeunes, aujourd'hui, moi, quand je rencontre les parents, c'est ça. Quand je disais planificateur financier, là, bien, moi, je suis un planificateur d'entraînement. Combien de fois que je joue au hockey par semaine? 2. Quel type d'entraînement qu'il devrait faire maintenant? Tu sais, la mobilité. Maintenant, tous les piliers de la préparation deviennent importants, quasiment autant que de t'entraîner pour la performance. Fait que ça compte dans la balance. Maintenant, ce qui te manque au hockey, c'est skills. T'en as beaucoup. Fais-en moins. Joue plus de games. Va-t'en avec des gars, il va en avoir de plus en plus des gars qui vont enseigner, parce que ça, ils ont beau dire ça. Là, OK, IQ, ça s'enseigne pas. Pas tout à fait d'accord. Il y a des bouts, il y a des affaires que tu peux donner plus à un gars. Un gars qui gagne 2-3 % de plus dans sa game, ça fait un gros changement dans son jeu. Fait que si tu es capable d'y montrer l'espace, si tu es capable d'y montrer de prendre l'espace, d'anticiper l'espace, bien là, tu gagnes. Là, ce qu'on leur montre, c'est qu'on leur montre beaucoup de skills, ils se développent beaucoup, sauf qu'ils ne voient plus l'espace. Parce qu'ils sont habitués en plus d'être dans... On les fait travailler dans des espaces restreints. C'est très bien, mais la game, il faut que ça s'adresse. Fait qu'il y a toujours cette partie-là que nous, exemple, on ne peut pas nécessairement faire parce que c'est pas des équipes qu'on a quand on vient dans nos écoles de hockey. Mais ça s'enseigne dans le vidéo, ça s'enseigne dans plein de choses. Tu sais, je dis aux jeunes, tu as regardé tous les highlights avec le puck. Tu sais, je disais peut-être 2 minutes d'une game? C'est ça. Qu'est-ce que tu fais des autres minutes? Fait que va regarder des vidéos de où tu devrais te placer, comment tu devrais jouer, toi, comme ailier droit, comment tu devrais jouer comme défenseur. C'est ça, là. On a beaucoup d'infos, on a beaucoup d'outils. On s'en sert juste pas bien. Un peu comme Martin Saint-Louis disait au niveau de Cole Caulfield. Il dit l'année passée, vous êtes tous pleins à dire qu'il a régressé au niveau des buts. Vous avez raison, il a compté moins. Par contre,
c'est devenu un meilleur joueur de hockey. Fait qu'il dit quand on va gagner la Coupe Stanley dans 3-4 ans, il va en scorer 35-40, puis il va être un meilleur athlète, un meilleur joueur de hockey. Joueur complet, plus meilleur sur tous les sens. T'sais. On le voit, je sais que c'est pas ton sport, mais on voit beaucoup dans le baseball majeur. À mon époque, à moi, des John Kruk, les gars n'étaient pas en forme. Aujourd'hui, des Shane Otani, tout ça, c'est fou. Là. On le voit dans tous les sports. Ouais. Ton corps, c'est ton véhicule, te permettre de faire ton sport. T'es-tu un char de course ou ben non, t'es un Honda Civic? C'est toi toi qui qui choisis. choisis. Toi. On s'arrête? Merci beaucoup, honnêtement. Merci à vous de l'invitation. 20 quelques minutes extraordinaires. Ouais, on s'arrête et au retour, on parle de Montgolfière. Championnat canadien Montgolfière qui a lieu ce week-end à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bougez pas. Je suis pas néophyte dans grand-chose, mais lorsque vient le temps de parler de Montgolfière, tu le sais, François, mes questions vont être bonnes, je pense. Oui, elles sont toujours bonnes, mais j'aime ça parce qu'à chaque fois qu'on parle de Montgolfière, tu fais toujours l'intro comme quoi là-dessus, t'es néophyte. Non, mais en même temps, je vais à l'international à chaque année. Bien sûr. J'aime ça, j'aime regarder les Montgolfières. Mais je connais rien de... Tu sais, c'est un sport, à la limite... on parle de compétition en plus. En plus, fait que ça se peut que je sois un peu mêlé. Mais là, on a deux experts quand même avec nous. Johan François Frèvre qui est avec nous, qui est un habitué de l'émission. Salut. Salut, Johan. Et également Julie Melançon, qui est membre du comité organisationnel, parce que c'est les championnats canadiens qui vont être ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut. Salut, Julie. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est gros, là, quand même, ce qui s'en vient. J'ai commencé avec toi. C'est gros ce qui s'en vient dans la région ici, là. Oui, bien, en fait, c'est ce qui nous amène à nous qualifier pour les mondiaux, en fait. C'est que chaque pays font leur propre compétition interne qui mène aux mondiaux. Et puis, chaque pays a des représentants qui vont se présenter là pour être élus champion du monde de Montgolfière. On a eu le championnat du monde, le championnat canadien à Saint-Jean. On a même déjà eu le mondial en 91, mais on a eu le championnat canadien il y a quelques années qui était organisé en partenariat avec l'International de Montgolfière. On avait tourné un documentaire pour Évasion, qu'on va voir des images à l'écran, que j'avais eu le privilège d'animer. On va voir des images de toi, Johan, en action. L'année passée, est-ce qu'il y a eu un championnat canadien? Est-ce qu'on a eu des pauses avec la COVID? Et qu'est-ce qui fait que cette année, c'est vous autres, un comité organisateur, qui reprenez le flambeau? En fait, il y a eu une restructuration au niveau du championnat. Donc, l'année dernière, le championnat aurait eu lieu. Par contre, les décisions au niveau de l'organisation ont abandonné le championnat canadien. Okay. Donc, une année de pause. Oui. De notre côté, on a tenté aussi de le reprendre, mais on avait un très court laps de temps parce que le plan était en juin de faire le championnat. On a repris les rênes à peu près en mois de mars, ce qui nous laissait vraiment pas beaucoup de temps, puis beaucoup de contraintes. Donc, on a été obligé de l'annuler. Cette année, on avait 1 an pour se reprendre. Ouais. Fait que là, on est allé à fond. Je veux qu'on rentre un peu plus dans l'univers de ce que ça peut être une compétition de Montgolfière, parce que pour moi, là, je vous dis qu'est-ce que ça a été cette année. C'est, je me suis présenté à l'aéroport, exactement. Les ballons ont décollé. Les ballons, ouais, quand même cette année, ouais, les ballons ont décollé. Je sais que les ballons ont atterri à quelque part dans un champ dans la région. Puis après ça, j'ai écouté Charlotte Cardin. Pour moi, les Montgolfières, c'est ça. Là, vous allez m'expliquer là, un championnat de Montgolfière. Puis là, je fais l'innocent, là, mais je sais qu'il y a de la dextérité là-dedans, il y a plein d'affaires. Ça ressemble à quoi? C'est quoi une compétition de Montgolfière? En fait, la compétition en Montgolfière, c'est plusieurs options. On a des différentes tâches qui vont être attribuées. Fait qu'il y a un directeur de vol qui, lui, va être un peu le chef d'orchestre. Il regarde la météo, il regarde qu'est-ce qui est faisable, puis il va déterminer des tâches qu'on doit accomplir. Dans l'ordre, dans le désordre, mais c'est très clairement indiqué. Et les différentes tâches sont, par exemple, de décoller à un endroit fixe et de devoir se rendre à une position X sur laquelle il y a une cible. Et il faut marquer le plus près du centre de la cible, qui est souvent un gros X. En lançant un marqueur. En lançant un marqueur. Là, je te vois faire le tour. Mais oui, des fois, on peut lancer le marqueur. Des fois, c'est ce qu'on appelle un drop. On doit le laisser descendre à côté de la nacelle. Pourquoi? Parce que certaines personnes sont pas nécessairement aptes à se rendre jusqu'à la cible, mais avec un bon coup de poignet, sont capables de se rendre avec le lancer. Ouais. Alors que le drop, en fait, il faut directement être à la cible pour pouvoir marquer.
Est-ce qu'il y a encore, parce que je me rappelle pendant le championnat canadien que j'ai animé, il y avait des points également que vous deviez aller chercher dans les airs. Exact. Alors, avec je sais pas comment vous l'appelez. Un là. logger. Un logger, vous deviez, OK, à 3500 pieds à la hauteur de, je pense que je suis là, je vais loguer où je suis rendu. On s'entend, pour les spectateurs qui veulent aller voir la compétition, c'est un petit peu moins intéressant. Pour vous autres, c'est le fun, ça vous fait, tu sais, oui, je dois monter à telle hauteur, à telle direction pour pouvoir aller atteindre mon point dans les airs, mais un spectateur qui veut aller voir une compétition, c'est un peu moins sexy, là. C'est sûr que ça... En fait, quand ils nous regardent, on a de l'air de faire à peu près n'importe quoi. C'est dans un le vol ciel. en ballon. Oui. Aussi, des fois, on va faire des montées, des descentes plus rapides. Fait que, tout dépendant des types de ballons, des fois, on ressemble plus à un ballon en point d'interrogation à cause des descentes rapides. Mais oui, c'est ce qu'on appelle des points virtuels. Fait que, à une certaine altitude, à un certain point de coordonnées géographiques, il faut aller marquer. Plus on est près de notre objectif, plus on marque de points. J'imagine que comme membre du comité organisationnel, Julie, tu dois penser aux gens comme moi aussi. Justement, tu disais tantôt, pour le spectateur, c'est un petit peu plus plate. On va revenir sur l'organisation parce que c'est gros quand même, là, puis il y a des gens de plusieurs provinces qui vont venir ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais comment tu vas rendre ça intéressant? J'imagine que ça t'est passé par la tête de dire, il faut aller chercher tout le monde. La petite famille, il va y avoir des ballons dans les airs. Il faut rendre ça agréable pour tout le monde quand même. Là. Oui, bien, en fait, les gens de Saint-Jean sont habitués de voir des montgolfières presque à tous les soirs maintenant parce qu'on a une concentration de pilotes vraiment importante à Saint-Jean due au festival. Et puis, dans le fond, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'avec la page Facebook, les gens, ils sont beaucoup, ils sont très supporters de nos pilotes. Donc, ils veulent les encourager, puis ils veulent qu'ils se rendent aux mondiaux. Puis, donc, c'est comme ça qu'on a promu, oui, merci, nos pilotes et la compétition. Parlez-nous un peu du comité organisateur. Qui est avec vous? J'imagine que vous êtes tous des bénévoles qui donnez de votre temps pour pouvoir organiser un événement de la sorte. Oui, on donne beaucoup de notre temps quand même. Puis dernièrement, c'est quand même très gros. Il y a des gens qui participent, il y a des gens qui participent moins là, au travers de l'organisation, mais on a des pilotes, des membres, des équipiers, des officiels. Fait que André Lapointe, Julie, Philippe Lévesque, Jacob Benjamin, Fred Audet, Alexandre Houle, moi-même. Et puis après ça, on a eu Marie-Christine Derry qui a dû quitter, mais qui a fait un énorme bout de chemin avec nous. André Lapointe, je l'ai mentionné. Puis est-ce que je dois peut-être en oublier? Dans le fond, c'est des gens de toutes les sphères de la montgolfière. Exact. Des pilotes, des membres d'équipes de poursuite, des officiels de décollage. Parce qu'une compétition, veut pas, j'aimerais ça que vous nous en parliez. Ça prend des officiels pour la juger, cette compétition-là. Là. Oui, bien, Julie, je pense que étant ancienne officielle, peut mieux répondre à celle-là. Bien, c'est différent d'être officiel de décollage en festival. Ben, c'est sûr que lui, à côté de moi, il se demande qu'est-ce que ça mange en hiver. Déjà en partant, officiel de décollage. On ne sait pas de quoi tu parles. Les officiels de décollage, c'est ceux qu'on voit dans le champ au festival avec des vestes d'arbitre, en fait. Et c'est ceux qui s'assurent de la sécurité autour des ballons. Parce qu'un pilote qui est dans son ballon ne peut pas voir autour de lui quand il décolle. Donc, c'est eux qui donnent le go au pilote pour décoller. En compétition, c'est différent. C'est ceux qui vont être près des cibles et qui vont prendre les mesures, par exemple, comme avec les marqueurs physiques qu'il faut lancer. Donc, c'est eux qui vont prendre les mesures et ils ont différentes tâches aussi à accomplir comme ça. Je sais que Johan François est pilote. Donc, ça revient à loin, cette passion-là pour les montgolfières. Mais toi, Julie, t'es tombée dedans comment? Moi, j'avais 3 ans. Dans le fond, et mon père a voulu s'impliquer dans le festival. Il est devenu équipier. Donc, il me traînait avec lui. On salue Mario, on qui va salue regarder Mario. l'émission, j'en suis persuadée. Salut ça. Mario. Donc, il m'a traîné avec lui. Puis, cette passion-là, je l'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait plusieurs choses dans le monde de la montgolfière. J'ai été, comme on disait, officielle de décollage. J'ai été équipière de poursuite. J'ai aussi travaillé pour l'organisation une année. Je vais être navigatrice aussi pendant la compétition. Qu'on peut expliquer le Qu'est-ce rôle que c'est? Justement, prochaine question. On va y arriver. Oui. Puis, dans le fond, je suis en processus pour devenir pilote. Aussi, bravo. Aussi. Juste comme ça, parce qu'on sait, à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est l'international de montgolfière et c'est là depuis plusieurs années. Là, ça va être 2 choses complètement différentes. Tu disais hors d'onde, il a fallu trouver d'autres mondes parce que c'est pas en collaboration, je pense, non plus. Là. En fait, dans nos partenaires, le festival l'international est présent aussi. Et je serai pilote pour l'international comme tel avec un des ballons de l'international.
Parlons-en justement tu sais, on regarde les championnats mondiaux, la majorité des pilotes ont des tout petits ballons. Souvent, ils vont être seuls ou ils ont un accompagnateur à bord. C'est tout. Il n'y aura pas de picot, dans le fond, là, c'est ça? Non, ben, écoute, qu'est-ce qui fait que ça prend des ballons le plus petit possible pour pouvoir bien performer? En fait, ce qu'on appelle les ballons, comme tu parles, ça s'appelle des racers. Donc, c'est des ballons qui sont plutôt allongés de forme et plutôt en forme de ballon de football. Leur objectif, c'est à être beaucoup plus aérodynamique, beaucoup plus petit en superficie, donc moins grand en volume d'air. Donc, dès qu'on tire sur notre corde pour faire sortir de l'air, la rapidité d'exécution est beaucoup plus grande. Quasiment instantané, là. Exact. OK. Les montées et les descentes sont beaucoup plus impressionnantes. Et c'est ce qui nous permet, avec la friction de l'air, d'être capable d'avoir des actions beaucoup plus rapides. Fait que c'est pour ça que le championnat est construit là-dessus. On n'en a pas énormément au Canada. Non, c'est ça. Ouais. Non, c'est ça. T'avais c'est- raison, non. Pico avec les oreilles, ça serait... Ben, c'est ce que je me dis, mais moi, quand, mettons, je regarde de vieilles images de montgolfière ou des dessins de montgolfière, tu m'en parles, j'ai l'impression de voir ça. Est-ce que c'est plus européen ou des choses comme ça, ce type de ballon-là? En Europe, la compétition, elle est très populaire. Il y a des pilotes dans le monde qui dévouent leur vie à faire de la compétition. Donc, pour eux, et en Europe, beaucoup plus de pilotes. Donc oui, on en voit beaucoup plus du côté européen. On va parler en deuxième partie. On va se garder du temps pour parler des pilotes qui participent, dont toi, Johan. Je veux qu'on parle... Là, ça commence jeudi, là. Là, votre travail à vous, là, le travail est fait, les pilotes sont là, ils vont être au rendez-vous. J'imagine que vous n'êtes pas en vacances cette semaine, là, jusqu'à jeudi. Qu'est-ce que c'est le travail? Est-ce qu'on a dû entrer en contact avec des agriculteurs pour s'assurer qu'on peut décoller de chez eux? On le sait qu'il y a eu quelques malentendus avec l'UPA durant l'International. Est-ce que tout ça est réglé pour qu'on puisse avoir un championnat, là, que tout le monde va être heureux? En fait, on a déjà on a un pilote avec nous qui est dans l'organisation, qui est aussi agriculteur. Okay. Donc, c'est lui qui fait l'impact et les demandes au niveau des différents agriculteurs de la région. On travaille, bien entendu, avec Transport Canada. Beaucoup de travail qui a été fait par Philippe au niveau de Transport Canada pour s'assurer de respecter les règles, d'avoir les documents nécessaires, d'être vraiment bien encadré, puis d'assurer la sécurité aussi. C'est ça l'objectif de Transport. Donc, beaucoup de travail. On est dans la section des inscriptions, de remettre les documents, de tout imprimer, de s'assurer que tout est beau. Puis les préparatifs, il faut préparer le lieu aussi pour la rencontre. Tout à fait. Au niveau de l'organisation, j'imagine qu'il fallait trouver les hôtels, les restaurants, parce que comme je te disais, habituellement, à l'international, on a des pilotes de l'extérieur qui viennent, mais c'est souvent des Québécois, des gens de la région, là, même que les gens s'installent à Saint-Jean-sur-Richelieu maintenant. Mais là, pour toi, c'était une logistique, c'est d'aller trouver justement des hôtels. La collaboration a bien été, ça n'a pas été trop compliqué? Oui, on a l'Hôtel Saint-Jean on a une belle collaboration avec eux. Dans le fond, on a loué les chambres pour ceux qui étaient à l'extérieur, autant dans le comité organisateur que notre pilote qui vient de l'Ontario, Jason Adams. Et puis, ça va être à ce point-là au SIAM, en fait, que ça va être notre cérémonie clôture remise de prix. Donc, on a une belle collaboration avec eux. Bravo. C'est assez extra. Ça te tentait pas, toi? Je sais qu'à un moment donné, tu voulais devenir... non? Ah oui, écoute, ça a été dans mes plus jeunes années, mais je ne suis pas assez occupé présentement, Alex. Non, je le sais. C'est pour ça que je te disais. Ouais. Mais je continue quand même à m'impliquer dans le monde du ballon et avec l'International de Montgolfière. On va mettre le feu. On va s'arrêter tout de suite parce qu'il reste à peu près comme 1 minute 30 secondes. T'as parlé de mettre le feu, j'aime ça, ces concepts. Non, mais je sais, mais c'est pas pire. Hein? Ouais. Non, mais je veux qu'on mette vraiment la lumière, tiens, Ouais. sur les pilotes. 8 pilotes qu'ils Exact, sont. les gens qui s'en viennent. Puis c'est gros, on l'a dit tantôt, c'est pour aller au championnat du monde. On va parler de ça également parce que j'imagine que c'est la suite logique des choses. Bien content que la plaque tournante pour les championnats canadiens soit ici. Donc, on s'arrête et au retour, on poursuit. On parle de Montgolfière. T'aimes ça, hein? Ah, j'aime ça. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express et on va continuer à parler du championnat canadien de Montgolfière qui a lieu en fin de semaine ici à Saint-Jean, oui. À Saint-Jean. À Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette espèce de grippe, tout est pogné dans le nez. Hein? Je veux qu'on mette l'emphase quand même sur les pilotes, parce que c'est quand même eux autres qui vont essayer de gagner leur place pour les championnats du monde, qui ont lieu quand, en passant? Bien, en fait, les championnats du monde viennent de terminer. OK, Ils fait que c'est étaient pour en l'an. Hongrie et c'est dans 2 ans. Les OK, championnats mondiaux sont dans 2 ans. Pour l'instant, je ne crois pas qu'on a décidé où aura lieu le prochain championnat mondial. Est-ce que ça a bien été pour nos pilotes canadiens en Hongrie? Les deux ont terminé dans le top 100. Pour eux, en fait, on parlait avec Sébastien
qui il était comme « j'ai fini. Il croyait faire peut-être un peu mieux, mais en même temps, tu es dans le top 100 mondial. C'est ça. C'est extraordinaire. Je pense qu'il faut donner un chapeau à nos pilotes. Absolument. Juste avant qu'on vienne sur le championnat canadien ici, tu l'as dit tantôt, mais on l'a effleuré, à quel point la montgolfière, dans certains pays d'Europe, on est ailleurs. Là, si tu me dis top 100 était content, c'est parce que ça veut dire que c'est très, très gros dans ces coins de pays-là. Oui, en fait, la manière que ça fonctionne, c'est chaque pays a 2 places de disponibles et après ça, en fonction du classement de chacun des pays, le nombre de places s'ouvre. OK. Puis quand on arrive aux États-Unis, on a 5 personnes. L'Australie, même chose. Le Japon, pas le Japon, la Chine. Je pense que c'est le Japon, excusez. Mais bref, eux ont à peu près 5 places. Donc, autrement dit, ils sont 5 pilotes pour arriver. Puis, ils ont des équipes supplémentaires qui sont sur place. Ils prennent du temps d'avance. Fait qu'ils sont dévoués pour faire ça pendant plus qu'une semaine avant d'arriver au championnat. Nous, on n'a pas cette structure-là au niveau du Canada. On arrive avec 2 équipes. Donc, c'est certain qu'il y a une dichotomie un peu entre nous au Canada puis le reste de certains pays. Mais malgré tout, là, on arrive puis il faut être préparé. Comment on pourrait faire pour avoir plus de support, que ce soit du gouvernement, que ce soit... Comment on pourrait... T'embarques vraiment là-dedans? Oui. OK. Comment on pourrait vous aider? Qu'est-ce qu'il y aurait à faire pour que le gouvernement ou quelqu'un lève un peu le drapeau et dise, écoutez, nous, on est capable d'investir un peu. C'est quand même des représentants de notre pays qui s'en vont en Hongrie, là. Bien, de reconnaître, en fait, je crois, et de voir que la montgolfière est un sport qui a des habiletés que c'est pas donné à tout le monde et que quand on envoie là-bas, il y a des frais associés. La majorité des championnats Tout à fait. vont avoir lieu en Europe. Donc, pour nous, mais c'est des frais déjà très grands d'envoyer le tout. Donc, c'est probablement de reconnaître le sport, d'être capable d'avoir des entreprises, qui soient locales ou à plus grande échelle, qui sont prêts à s'investir puis à dire, bien, ces 2 personnes-là, c'est nous, c'est notre fondement, puis on va aller les représenter jusqu'au bout. Parce que, tu sais, nous, on en parle ici, on est content, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même un Québécois et un Jason vient de l'Ontario, un Ontarien, qui sont allés représenter le Canada en Hongrie dans une compétition internationale. Puis honnêtement, outre à Sport Express, je pense pas qu'on en voit partout. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que ça serait le fun que les médias s'y intéressent davantage. Exactement. Je suis entièrement d'accord. Ça serait très plaisant qu'on voit la qualité, en fait, de nos pilotes. Ma famille vient de Bedford, rien contre Bedford, Farnham et tout ça pour, au niveau du visuel. Beau coin protégé. Mais j'imagine que les images en Hongrie, ça devait être assez, Oui, magnifique. on s'entend qu'on fait pas ça non plus en plein milieu d'une ville. C'est Non, certain c'est que ça, OK. les paysages pittoresques d'Europe, c'est pas nos paysages On va chercher la pour, Montérégie, là. pour Ouais. ça, exactement. Lorsqu'on va voir un événement, quand on vient à l'international, je faisais des blagues avec ça tantôt, mais je vais y aller pour Pico, je vais y aller pour les formes. Et honnêtement, qui pilote, je m'en fous un peu, là, dans le sens que je vais y aller pour le ballon. Mais là, en fin de semaine, c'est totalement différent. Ça va être pleine lumière, plein feu sur nos pilotes. Parlons-en maintenant, ils sont 8. Julie? En fait, on a 6 pilotes joannais. En fait, on a Johan et Philippe qui viennent de Longueuil. Mais sinon... C'est des Joannais d'adoption. Ça se tiendra pas pour la 35, la 10. Puis, Sinon, on a parlé de Jason Adams qui vient de l'Ontario. On a Julie Plamondon qui va faire équipe avec Guyane Gervais, une pilote joannaise. Équipe féminine, Alex. Oh, Oui, yes! notre seule équipe féminine, Cool Girls. Puis elle vient de Lévis. Donc, et les autres pilotes, on a Sébastien Poupard qui a participé aux mondiaux. Ouais. On a Martin Hansworth qui avait participé aux mondiaux en 2022. On est aussi. habitué, le Sport Exact. Express. Oui. On a aussi... Alex. Oui, Alexandre Roule. Et on a aussi Annie Santerre qui va être pilote pendant la compétition. Johan, tu vas participer au championnat, tu avais participé au dernier. Comment on se prépare en tant que pilote pour une compétition? En fait, là, pour nous, ça remonte un petit peu à loin, mais faut s'habituer avec le système... 2021, là? 2021 de notre côté. Puis 2022, quand je suis allé Ouais. avec Martin, moi, je Oui, jouais c'est le vrai. rôle du navigateur. Fait que le Ouais, rôle de c'est Julie vrai. aux mondiaux en Slovénie. En fait, on a un ordinateur qui nous aide aussi pour avoir pour voir notre trace, où est-ce qu'on s'en va, puis avoir une meilleure direction pour les tâches. Mais il faut se remettre dans le bain, là. Tu sais, c'est plus voler avec des passagers puis de connaître Aller notre s'amuser. région, là. Oui, Non, on non. va s'amuser, mais compétitivement. Exact. Notre premier but, c'est rejoindre la cible, atteindre nos objectifs. Puis une fois que les objectifs sont terminés, c'est
on se pose où? Ouais. C'est pas le même type de vol, là. La construction mentale est vraiment pas pareille. Ils prennent ça au sérieux, Ouais. je te le dis. Tu l'as dit, tu es allé en Slovénie, c'était en Hongrie cette année. Est-ce que pas les techniques de pilotage et tout ça, mais est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'on voit ici, Nord-Américains, les Américains, les Canadiens, ces choses-là, et quand tu t'en vas en Europe, est-ce qu'il y a des techniques de pilotage qui sont différentes? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus cow-boys que d'autres? Je pense que ça, oui, mais je crois pas que c'est le pays qui fait l'action. Je crois qu'au niveau des réglementations, mettons, en Europe, on est peut-être un petit peu plus ouvert à faire des vols dans des conditions un petit peu plus limites que ce que les exigences, par exemple, de Transport Canada ne nous permettraient pas de S'ils faire. avaient un international, eux autres, ils décolleraient peut-être dans des conditions que nous, ici, on n'oserait même pas imaginer. On est allé vivre des expériences à l'international où, ici, on n'aurait pas volé, mais qu'on a fait des vols. Je veux qu'on parle un peu, on parlait hors d'onde de Jonathan Perron-Claude, de Sylvain Tremblay, qu'on connaît bien ici, qui est un des Balloon-Meister avec toi à l'International de Montgolfière. Quel sera le rôle de ces deux personnes-là durant le championnat? Il ne faut pas oublier non plus Gary Lockyer, Oui. qui est notre directeur des vols. Donc, C'est une légende un peu, lui, hein, dans le monde du ballon oui, au Canada. oui, là. tout à fait, exact. Et c'est notre chef d'orchestre. C'est lui OK. qui va gérer le tout. En dessous, on a des directeurs de sécurité. Donc, Sylvain Tremblay va Oui. jouer ce rôle-là. On a l'équipe de pointage qui va être avec aussi en partie avec Jonathan et la sœur de Jonathan OK. qui vont faire la section du pointage. On va avoir André Lapointe au niveau des officiels pour les cibles, exactement. Puis on va avoir aussi Mary-Ann qui, elle, gère le côté du board, en fait, là, comment on pourrait dire ça, du comité organisateur. OK, parfait. Tu parlais de cible. Ouais. Si moi, j'ai envie de vivre ça, parce que comme je le disais tantôt, au niveau du ballon, il va y avoir des choses à faire, il faut aller chercher des points. Est-ce qu'on peut être sur le site, justement, pour voir ça? Ça va être à quel endroit? On le sait pas. OK, on le sait en pas. fait, en plus, parce qu'on participe tous les deux, Yoann comme pilote puis moi comme navigatrice. OK, donc vous êtes dans le secret des dieux pour celle-là, là. En fait, c'est qu'on ne connaît pas les tâches d'avance. Ça va être Gary qui va les établir. Fait que lui, il sait. Oui, il doit avoir une petite idée en ce moment. Donc, ça se peut qu'on décolle du Pico Park qui est près de l'International. Ça se peut qu'on décolle d'un autre champ d'agriculteurs complètement... C'est ça, ça se peut de que l'autre côté de selon la les vents, on rivière. décide on va aller décoller de Saint-Alexandre, par Exactement. exemple. Exact. OK. On ne le sait pas encore. Fait que même si on est dans le comité organisateur, on n'a pas ce privilège. Non, C'est surtout ça. que c'est quand même un championnat canadien, on se l'est dit. Tu ne Exact. peux pas avoir l'itinéraire d'avance. Je le comprends. Je vais juste faire du chemin là-dessus. Est-ce qu'il va y avoir une façon, est-ce que vous allez alimenter les médias sociaux pour... Moi, je suis dans l'après-midi chez moi, je dis, ben écoute, il fait beau. D'après moi, le championnat canadien va avoir lieu ce soir, il va y avoir une épreuve. Est-ce que vous allez annoncer où est-ce que le X sera placé, ou est-ce que pour qu'on puisse suivre ça? C'est un peu là que je voulais aller aussi. Ouais, hein? Les médias sociaux vont être présents, là, donc on va l'annoncer, mais on n'aura pas les informations tant que Gary, donc au briefing, donc OK. juste avant le vol, pour nous dire c'est quoi les endroits. Puis en fait, là, on va pouvoir un peu en parler, mais sans être très, très précis OK. comme tel. Fait que dans le fond, il va falloir aller faire de la poursuite maison un peu. Oui, des c'est pas Montgolfières. mal suivre les ballons. C'est juste parce qu'on a officiellement, si on donne la cible, les gens n'ont pas le droit non plus d'aller à l'endroit où la cible Des terrains privés, je exact. Et aussi, c'est restreint. Par exemple, même les équipes n'ont pas le droit d'être à la cible. OK. C'est interdit pour éviter que quelqu'un déplace, par comprends. exemple, un marqueur pour avoir plus de... J'ai juste une petite Non, question. vas-y. T'sais, on le sait, tu l'as dit, Julie, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on voit des ballons à tous les soirs, souvent à tous les matins quand il fait beau. Est-ce qu'il y a un règlement que, par exemple, un pilote qui fait pas la compétition a envie de se joindre à vous juste pour que le spectateur en bas qui regarde dit « Ah, mon Dieu, on a une envolée de 15 montgolfières au lieu de 8 ». Est-ce que les ballons qui ne participent pas ont le droit de décoller au même endroit et de se joindre un peu à la fête sans participer? On n'a pas restreint comme tel l'action du championnat à différents pilotes, mais on a restreint la zone avec Transport Canada en mentionnant qu'il va y avoir un championnat comme tel et qu'il y aura des ballons qui font de la compétition durant la période. On ne rentrera pas dans les changements climatiques, mais disons que les étés sont très durs depuis quelques années. Vous le vivez à l'international. Habituellement, l'automne, par exemple, c'est quand même pas si mal, mais on est quand même... il faut y aller avec Dame Nature. Et souvent en automne, parce qu'on est rendu là déjà, quand il pleut, il pleut. Et si on regardait jeudi, il annonce de la pluie.
j'imagine, au niveau de l'organisation, vous y avez pensé, mais est-ce que vous avez quand même... l'horaire ne doit pas être si serré au fait qu'il y a quand même de la place pour des changements, j'imagine? Oui, mais en fait, nous, le minimum qu'on doit avoir pour que la compétition soit légale, en fait, c'est qu'on doit avoir 2 vols et 3 tâches d'effectuer. Puis, techniquement, la compétition est de jeudi matin à dimanche matin, mais on s'est gardé dimanche en après-midi pour un vol de réserve si on n'a pas tous nos vols. Julie, je veux que tu parles un peu du rôle des équipiers de poursuite, parce que ça fait longtemps que tu fais de la poursuite de montgolfière. Quel est le rôle des équipiers dans une compétition comme ça, dans le fond, puis même pour un vol en montgolfière normal? Souvent, les gens vont entendre ça. Je suis dans une équipe de poursuite. OK, mais encore, quel est votre rôle? Bien, en fait, le rôle, c'est d'être l'équipe support du pilote. Donc, autant, on le sait, une montgolfière, c'est très gros, et il faut que ça rentre dans un espace restreint, par exemple une remorque. Donc, ça vient en pièces détachées. En préparation, c'est de monter, assembler la montgolfière, aider au gonflement. Pendant le vol, c'est de suivre la montgolfière au sol avec le camion. Parce que tu sais pas plus où ce qui s'en va, là. Bien, on le sait. Tu as une idée, mais tu sais pas où il va Exactement. atterrir. Non, mais on a Non, mais on a leur localisation qui nous envoie par GPS. Et puis, on est rendu habitué aussi de savoir quels agriculteurs ont des belles terres à nous offrir pour les atterrissages. Question bien niaiseuse, là, mais avez-vous droit à la technologie pendant la fin de semaine? Oui, en fait, on y va même avec plus de technologie qu'habituellement. On va avoir le logger, donc c'est un appareil de plus avec lequel est-ce qu'on travaille. On a aussi, généralement, on va partir avec un ordinateur, un logiciel qui nous donne des différentes vitesses, qu'on est capable de placer des points. On va avoir des GPS, on peut partir avec des radios en supplément, là. Donc, quand on regarde dans les nacelles au moment où est-ce qu'on part en championnat, c'est beaucoup plus de matériel que d'humain. Oui, c'est ça. C'est pas un vol de passagers, là. Tu pourrais pas, toi, dire, bon, ben, je vais voler 2 passagers pendant la compétition. C'est interdit. Ah, c'est interdit. Bon, ça répond à ma question. Est-ce que le ballon va plus vite? Ouais. En fait, on va se permettre de faire des actions plus cowboy, qu'on disait. Oui, ben non, mais j'aime ça, oui. Oui, parce que, en fait, les gens qui sont à bord, ils sont au courant des risques associés. Puis, on n'a pas les restrictions d'avoir un passager qui ne sait pas à quoi s'attendre. Fait que oui, on va se permettre des choses un petit peu plus surprenantes, je vais dire. Puis on va se permettre aussi des conditions météorologiques un peu plus limites parce qu'on veut faire un championnat. Là, on va aller atteindre... on parlait de la météo, donc on va se permettre des conditions un petit peu plus limites. Juste de même, je sais que c'est une question, puis on finira là-dessus. À l'international, c'est un peu ça. C'est que souvent, moi-même, je fais comme voir qu'ils ne volent pas. En compétition, tout seul, tu aurais probablement volé. Mais là, si tu étais avec des passagers, des gens qui ont payé, des touristes et tout ça, on n'ira pas, pas pour mettre leur vie en danger, là, mais dans le sens qu'on ne fera pas exprès. Bien, on a des contraintes beaucoup plus grandes avec le festival, avec la direction, l'heure du coucher du soleil. Il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place. Puis il faut s'assurer aussi qu'en festival, on se retrouve avec 60-70 pilotes qui... notre objectif en tant que Balloonmeister, c'est que nos pilotes se posent adéquatement. Fait que ça, on a quand même les mêmes contraintes, mais on a des personnes qui font ça pour un but gagné. On suit la page Facebook pour plus de détails? Oui. C'est merveilleux. Canadienne Montgolfière 2024. On va aller Merci. Yes, merci d'être venu nous voir. Le mot Cambronne pour en fin de semaine. Je souhaite du beau temps. Bon on oublie week-end. jeudi, puis le reste, ça devrait bien aller. On va suivre ça. Merci. Excellent. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, c'est déjà la fin, François. Ouais, déjà. J'ai rien. Fait que je ne sais pas s'il y avait du NASCAR. Peut-être Peut-être pas, non Peut-être plus. qu'il y a plus. Les autres, quand il pleut, tu sais. ça roule pas. Ben, c'est ça. Vous saurez en même temps que nous au retour. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, malheureusement, il reste juste 15 secondes pour parler de NASCAR. Oui, exact. De quoi malheureusement? Heureusement, il reste juste 10 maintenant. Donc, c'était à Bristol, Kyle Larson qui a mené 468 tours des 500. Wow. Tout seul, finalement. Donc, c'est lui qui a remporté la course. Prochaine course, c'est à Kansas. C'est le Hollywood Casino. 400. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.